Donc c'est vraiment la montre, elle a sauvé la vie de plusieurs astronautes. Bah ouais, je pense que s'ils n'avaient pas une montre, ils ne seraient jamais revenus. C'est dingue. Bonjour et bienvenue sur Allociné. Aujourd'hui, on a un invité exceptionnel, je lâche le mot, c'est Franck Sensé, expert en montres, qui a une chaîne YouTube et c'est le numéro 1 expert en montres de toute la francophonie. C'est-à-dire que les Suisses, tu leur dis taisez-vous, c'est moi. Je dis pas aux Suisses taisez-vous, c'est toi qui leur dis. Non, mais c'est vrai qu'en francophonie, ouais, on est leader. T'as ton site mywatch.fr ou aussi qui traite de l'actualité des montres, qui est hyper important. Donc aujourd'hui, je vais nous parler des modèles de montres les plus emblématiques qui ont traversé un peu l'histoire du cinéma. Je peux pas tous les mettre, donc je ne suis venu qu'avec certains. Okay. Donc là, on a une dizaine de modèles qui représentent vraiment les montres et le cinéma, mais il y en a 1000 autres. D'accord. Eh ben, on va les découvrir. C'est parti. Par quel film on commence? Par quel modèle on commence aujourd'hui? Je vais commencer par une marque qui est en pleine actualité, qui est la marque de montre Hamilton. Mais je vais pas commencer par la Hamilton qui est dans l'actualité, histoire de faire un peu un tease, quoi. Voilà. Donc je vais commencer par la Hamilton Ventura, parce que c'est celle qui a la forme la plus originale. Ah oui, le cadran, il est pas du tout classique. Ah non, c'est un cadran triangulaire, ok? Et cette montre-là, ça a été, à son époque, en 1957, la première montre à pile de l'histoire de l'horlogerie, la première montre électrique. D'accord. Donc ça avait été une super révolution. Tellement révolutionnaire d'ailleurs, on sort un peu du cinéma pour aller dans la série télé, que le présentateur de The Twilight Zone, c'est-à-dire la 4e dimension, Rod Sterling, il la portait. Ok. Et ensuite, elle est apparue dans un autre film avec une autre star mondiale que j'adore. Si tu dis que c'est de mon époque, ça va mal se passer. C'est quoi, c'est années 60? C'est Elvis Presley. Elvis Presley, ok. Non, ça va. En 1960, j'étais pas au concert d'Elvis Presley. Tout le monde connaît Elvis Presley. C'est pas forcément la star des personnes âgées. Et c'est une montre qu'il avait dans le film Sous le ciel bleu d'Hawaï. Ok. Donc ça a été la montre immédiatement identifiée comme la montre de Presley, d'autant qu'il y a une photo qui a dû paraître sur un Paris Match de l'époque ou sur un Time de l'époque, où Elvis Presley était habillé en militaire, il était en Allemagne, avec un méga sourire, un éclat de rire, et il avait cette montre au poignet. Donc c'est pour ça que la Ventura, c'était la montre d'Elvis Presley. C'est vraiment lui qui a créé un peu la légende de la montre. Voilà. Okay. Et après, comme il y a beaucoup de montres, évidemment, et je suis un daron, donc j'ai quelques fiches. Ok. D'accord. Et il y a un truc qui est intéressant, elle a été commercialisée pendant 7 ans, il y a eu que 12 000 exemplaires de cette montre, et à l'époque, c'était une montre chère. Elle valait $200, ce qui correspond à peu près aujourd'hui à 2000 €. Vive l'inflation. Vive l'inflation. Mais le truc qui est le plus rigolo, c'est que elle a marché puis ils l'ont arrêtée. Et elle est revenue sur le devant de la scène en 1997 avec la montre des Men in Black. Série 20, désatomiseur. Ouais, comme ça je me sens mieux. Criquet infernal. D'accord. Donc volontairement, ils ont stoppé la série? Oui, je pense qu'elle marchait plus parce que la montre électrique, c'était une révolution. Mais après est arrivé le quartz. Et sur la montre à quartz, qui a failli d'ailleurs tuer l'horlogerie suisse, puisque le quartz est vraiment la révolution de l'époque. Les montres mécaniques, plus personne n'en veut. Tout le monde veut des montres qui ne se remontent même plus au mouvement du poignet. Tout le monde veut la modernité. Donc, ils ont arrêté l'électrique, puisque après, il y a eu le quartz qui est arrivé. La montre est revenue au poignet de Will Smith et de Tommy Lee Jones, dans le premier Men in Black. D'ailleurs, on la retrouve maintenant dans tous les Men in Black. Je crois qu'il y en a eu 4. Ouais, il y a eu un remake récemment. Et il y en a même un où il y a une femme dedans, le dernier. C'est ça, c'est le dernier, ouais. Voilà. Et sur celui-là, elle a cette montre. D'accord, mais du coup, Men in Black, c'est un film donc sorti en 97, mais je pense que ça surfe aussi beaucoup sur un peu le côté rétro, années 60, 70. Ils sont tous habillés en noir, les lunettes. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi ce modèle. Et surtout, il fallait quelque chose qui soit identifiable et qui fasse un peu panoplie. Ok. Donc là, c'est dans la panope des Men in Black. C'est vrai que ça fait très classe. Et maintenant, quand on parle de cette montre, c'est plus la montre d'Elvis Presley. Dans l'inconscient collectif, c'est la montre des Men in Black. Les icônes, elles changent avec le temps. Exactement. Non, moi, je change pas. C'est vrai. Voilà. Il reste au top. Icône. Ce qui est intéressant, c'est que Hamilton, maintenant c'est une montre à quartz, ok. Hamilton a toujours été très en liaison avec le cinéma. On le retrouve en 1932 dans Shanghai Express, avec une montre Hamilton où Marlène Dietrich demande l'heure à quelqu'un et il ouvre un boîtier officier et c'est une Hamilton. Dans 2001 Odyssée de l'espace, c'est une montre Hamilton. Dans Interstellar,
La montre, elle a un rôle, c'est une Hamilton. Pearl Harbor, Die Hard, Seul sur Mars, etc., etc., etc. C'est quand même très lié soit au monde militaire, on va dire, à la guerre, soit au monde aéronautique, spatial. Oui, parce que la Kaki d'Hamilton est une montre du GI américain. D'accord, ok. Donc, si tu veux, l'accessoiriste, quand il va aller chercher une montre pour mettre dans un film de guerre, 9 fois sur 10, il va chez Hamilton. Tu vois. Mais c'est la réalité, c'est vraiment historique. Ah oui, c'est historique. Okay. C'est la réalité, c'est pas une invention. Et surtout, sur le cadran, il y a une chose qui est vachement importante, c'est que les petits points, les index et le petit symbole, c'est le symbole électrique de l'époque. Donc c'est vraiment le cadran vintage de l'époque. Le côté innovation et nouveauté. Montre extrêmement sympa et à avoir dans une collection. Voilà. Et là, pourquoi je parle d'Hamilton? Parce que il y a une très grosse actualité cinématographique en ce moment. Laquelle? Apprends-moi. L'autre, c'est Louis Lopro. Non, mais... Je vous la refais. Les mecs, ils m'appellent. Allô ciné, ouais salut, comment ça va et tout, ouais, on va faire une émission sur la montre et le cinéma, ok, pas de problème. Et puis on va te mettre Baptiste, notre spécialiste. Mais bien sûr, j'assume ce rôle. Qui le mec, il arrive, et il dit, ouais. Non, tu me dis, la grosse actualité cinéma, bah laquelle? Il y en a plusieurs. Tous les jours, on reçoit des tonnes de Le blockbuster du moment. Indiana Jones. Ah, ok. Quand même. J'ai le droit d'avoir un Alzheimer précoce. Non. J'avais oublié Indiana Jones 5 qui sort bientôt. Hitler a commis des erreurs, et je vais les réparer grâce à ça. Vous l'avez volé. Et vous ensuite. Et moi ensuite. Ça s'appelle le capitalisme. Et quel est le titre du film? Et le cadran de la destinée. Le cadran. Le cadran. Le cadran de la montre. Pas mal. Et la montre, j'avais le bon titre. Il y a une info que j'ai essayé d'avoir, mais je ne l'ai pas parce que j'ai pas réussi à l'avoir. Tu as vu le film? Non, j'ai pas encore vu. Moi non plus. Et je voudrais savoir si le cadran, dans le titre du film, c'est un rapport avec la montre. Mais ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, la montre, c'est une Hamilton Boulton. Boulton, une montre que certains d'entre vous auront vue au poignet de Robin Williams dans Le Cercle des Poètes Disparus. Film monstrueux. Film monstrueux de Peter Weir. C'est une montre qui date des années 40. C'est la montre chic des années 40. Voilà. Ok. Bon, je ressors ma petite fiche parce que ça, c'est intéressant. Donc, évidemment, le fouet, j'aurais dû amener, évidemment, pour lui, mais non. Le chapeau, le fedora et la Boulton. Donc là, c'est la panoplie d'Indiana Jones, de l'Indiana Jones qui vient de sortir. Ça, c'est l'Hamilton American Classic Boulton Quartz. Pour être très précis comme les montres, évidemment. Elle fait 27,31,6 mm de diamètre. Elle est vintage à souhait. Elle a une petite seconde. Alors, tu vois, le petit rond qui est dessous, là, ça s'appelle une petite seconde. La petite seconde, et on va dire, c'est la première des petites complications horlogères. Du coup, question bête, mais à quoi elle sert exactement ce second cadran, on va dire? La petite seconde, normalement, sinon tu as une grande seconde qui est une trotteuse, ça s'appelle. Okay. Tu sais, la trotteuse. Mais quand on la met sur un autre axe, c'est censé être un petit peu plus précis en chronométrie, parce que ça demande moins d'énergie sur le même axe. D'accord. Donc c'est pour gagner en précision? Ouais, normalement, oui. Mais enfin, avec une montre à quartz comme ça, c'est très précis. Il faut savoir qu'une montre à quartz qui vaut 775 € est 100 000 fois plus précise qu'une montre mécanique qui vaut 1 million d'euros. L'ami Indiana Jones, Harrison Ford, il a un pote qui s'appelle Reynaldo dans le film, qui est joué par Antonio Banderas, et qui porte justement une Kaki Hamilton, la montre dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Bon, maintenant, je vais parler de Tissot, parce que on va mettre un héros français au cœur de toutes ces montres suisses. Et c'est OSS 117, Hubert Bonisseur de la Batte, qui, quand même, faut le rappeler, est né 4 ans avant 007. Donc, notre espion. Ouais, c'est vrai, précurseur. C'est précurseur. Nos architectes ont construit des sanctuaires dont vos archéologues s'échinent encore à découvrir l'entrée. Monsieur Bonisseur de la Batte. Brahma. Lucien Brahma. Voilà. Et donc, la montre, elle est là. Voilà. Mais attends, du coup, il y a plusieurs films OSS 117. Et c'est quel modèle qui, du coup, t'intéresse dans la trilogie? Je sais pas. Ouais, ça va, tu m'as eu, c'est bien. Voilà, je te coince aussi. Ouais, tu m'as coincé, je ne sais pas. En tout cas, celle qui est sortie pour le film, elle est un tout petit peu différente de celle-ci. C'est quasiment la même parce qu'elle a été éditée en série limitée et elle est sold out et on n'a pas pu en avoir une. Mais celle-là, c'est vraiment la copie conforme, à l'exception d'un petit secteur bleu dans le compteur qui est situé à 3 heures ici. Ouais, j'avais remarqué. Hein. Ouais, effectivement, c'est pas ça normalement. Donc, ce qu'il faut... J'avais remarqué. Si j'avoue mon mensonge, c'est pas vraiment un mensonge. Toi, t'as l'œil de Terminator. Évidemment, j'ai rien vu. Genre, le mec, il a vu le film,
Oui. Il a regardé la montre que Jean Dujardin portait. Ouais. Et sur la montre, qui est grosse, mais ça comme dans le film sur l'écran, il a vu qu'il y avait un écran cadran bleu mini grand comme ça. T'es fort. Ouais, bah, voilà, si j'avoue mon mensonge, c'est pas vraiment un mensonge. Toi, t'as l'œil de Terminator. Évidemment, j'ai rien vu. Je dis Terminator, mais tu verras, parce que je t'ai réservé une surprise à la fin. T'as l'œil de Terminator. Ok. Donc, J'ai hâte. adapté au cinéma en 1957, soit 5 ans avant les James Bond, avant le premier James Bond. Toi, qui es le mec du cinéma, tu sais que c'est Dr. No. Dr. No, Voilà. Sean Connery, quand même. Voilà. Qui s'est marié avec Aretha Franklin, Sean Connery, tu savais ou pas? Non, c'est vraiment vrai? Bah ouais. Ok, donc je passe vraiment pour un inculte. Mais non, devant les c'est pas caméras. vrai. parce C'est que- pas vrai. C'est pas vrai. Donc j'ai eu raison de pas dire. Bah oui, bien Elle se sûr. serait appelée Aretha Connery, c'était ça le truc rigolo. Donc, Oh, mais vraiment, heureusement que j'ai pas fait. Ouais, mais bien sûr, Sean Connery, Aretha Franklin, évidemment. donc, si tu veux, Comme quoi, je suis honnête. OSS 117 a été adapté au cinéma en 1957, 5 ans, je regarde mes fiches parce que moi je connais pas bien le cinéma, 5 ans avant James Bond contre Dr. No, et ils ont fait 5 films en 5 ans, ce que je ne savais pas, des films qui étaient tournés par le réalisateur dont j'ai oublié le nom, qui réalisait à l'époque les Fantomas. Alors Fantomas, ça a bercé ma jeunesse, moi. Moi j'étais grand sacom et je regardais Fantomas. Ouais, c'est. C'était génial, la déesse qui vole et tout. Alors, au poignet de Jean Dujardin, dans le film OSS 117, il y a la Tissot Héritage 1973, version Navigator chrono automatique. Voilà. Donc, elle est hyper vintage, elle a un boîtier très particulier, parce que tu vois, le cadran est rond, mais la lunette n'est pas ronde. Il y a les petits trous sur le bracelet qui donnent un aspect automobile, mais c'est parce que cette montre, à l'origine, elle est faite pour un partenariat automobile entre Tissot et Alpine. Il y a même eu une F1 à une époque qui s'appelait la F1 Tissot. 43 mm de large pour 46 mm de haut. Tu peux la passer au poignet, tu peux l'essayer, regarde. Oh, attends, ouais, Non, ouais, reste droit. quand on essaye les montres, on essaye de ce côté-là. Ah tu ouais. vois, regarde, elle a de la gueule. Calibre automatique, chrono Valjoux. Réserve de marche 60 heures. Tu sais ce que ça veut dire, la réserve de marche? Bah, je suppose que c'est le nombre d'heures pour être sûr que le système. C'est le nombre d'heures où la montre peut rester posée sur une table quand elle est remontée à fond avant qu'elle ne s'arrête. Ok, c'est une sorte Ça d'autonomie. Ouais, voilà. Ok. Comme un peu une jauge à essence, réserve de marche. Et il y a une masse oscillante gravée, et c'est là où c'est intéressant, parce que tu vois, derrière la montre, il y a ce qu'on appelle un fond saphir, et on voit la masse oscillante. La masse oscillante, c'est le petit truc qui fait comme ça, et c'est ça qui remonte la montre au mouvement du poignet. À l'inverse des montres mécaniques manuelles, où il faut les remonter à la main. Soi-même. D'accord. Comme Là, c'est au poignet. comme faisaient nos grands-parents, enfin, à l'époque. Est-ce que dans les montres, du coup, c'est un peu la taille qui compte ou pas du tout? Pas que dans les montres. Ok. T'as des gens qui aiment avoir des grosses montres, t'as des gens qui aiment avoir des petites montres, et c'est souvent en fonction de la taille du poignet. Bon, est-ce que le prix, du coup, ça influence la Pas taille du de la tout. montre? Pas du tout, ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette montre? Le bracelet, donc avec les trous dont je parlais, c'est un bracelet type Racing, qui a été inventé d'ailleurs par Tissot en 1965. Donc c'est Tissot qui a inventé le bracelet avec les trous. C'est purement esthétique ou il y a une Non, utilité? bonne question. Bah, j'essaye. Je vous remercie de l'avoir posé. Mais de rien. Voilà. Non, c'est censé aérer le bracelet pour laisser passer l'air sur le poignet quand on est en compétition automobile et Ok. qu'on a un peu de sudation parce que dans une voiture de course, il fait Évidemment. vraiment très chaud. Voilà. Donc à l'époque, c'est ce qu'ils avaient fait. Et combien coûte cette montre? Parce qu'elle a l'air... 2445 €. Voilà, c'est ce que je pensais. Ça commence à être des montres un peu chères, mais si on parle de belle horlogerie, c'est vraiment un prix très accessible pour de la belle horlogerie et pour une icône portée par Jean Dujardin à l'écran. Et du coup, ce modèle, est-ce qu'il s'est vraiment vendu grâce au film ou pas du tout? Je suis sûr que oui. Ok, ça a Je quand même suis- une influence. Je suis sûr que comme c'était la montre du film OSS 117, de mémoire, 1000 pièces, elle est partie très très vite. C'est pour ça Ouais, qu'il y en a plus. forcément. Elle est sold out. Ouais, il y a souvent comme ça un peu des partenariats de l'ombre Ouais, entre les ouais. marques et... Toujours. Ok. Alors parfois c'est des coups de chance. Là, il y a quelques coups de chance, donc je vais te parler après. Et sur le film d'OSS 117, le bracelet était noir. Voilà. Mais ça, tu l'avais vu puisque tu avais vu le petit Mais compteur bien sûr, bleu. j'ai zoomé dans l'image exprès pour préparer l'émission. Voilà. Donc ça, voilà, Tissot, la Tissot d'OSS 117. Et évidemment, puisqu'on est dans le côté des agents secrets, Continuons. continuons et on passe de la Tissot d'OSS 117 à la montre de James Bond. Merci, monsieur. Je m'appelle Bond. James Bond. C'est peut-être le personnage et la montre la plus connue de la liste. Pas tout à fait, mais tu as presque raison. Ça veut dire que ça dépend des époques. Ouais, parce que La montre de James Bond, pourquoi c'est quoi? C'est quelle marque? Le méga.
Seamaster. Eh ben non. Mais c'est l'Omega Seamaster de James Bond. Non. Si tu veux, dans l'inconscient collectif, au tout début, il ne porte que des Rolex. Alors, au tout début, au cinéma? Au cinéma. Au cinéma, Sean Connery ne porte que des Rolex. À quelques exceptions près, avec une Seiko, puis une Gruen, dans les films qu'on voit arriver. Mais c'est surtout la Rolex, la montre de James Bond. Et la première Omega arrive dans le film GoldenEye. C'est quand même beaucoup de films James Bond en arrière, mais il y en a eu beaucoup avant. Tu vois, puis elles ont toutes des petits trucs. Il y en a une qui fait rayon laser, l'autre, elle accroche un grappin. Enfin, voilà. Ouais, donc, c'est un accessoire multifonction qui dépasse largement la seule différence, c'est que quand il portait une Rolex, c'était un pur hasard. Parce qu'en fait, il portait une Rolex parce que le producteur portait une Rolex et qu'il lui avait prêté à un moment dans le film au tout début. Ah oui, c'était limite improvisé. Oui, c'était complètement improbable. Alors que Omega a fait un gros partenariat avec la production pour devenir la montre de James Bond. Alors, tous les jeunes d'aujourd'hui te diront la montre de James Bond, c'est l'Omega. Et tous ceux un peu plus âgés, comme moi, te diront c'est Rolex. Vu qu'il y a eu plusieurs acteurs qui ont interprété James Bond, tout le cycle Sean Connery, il y a déjà eu ce changement de montre ou ça a été quand ça a changé? Bonne question, ça je ne sais pas. Mais je vous renvoie, merci de m'avoir tendu la perche. Je vous renvoie aux 2 émissions spéciales que j'ai fait sur les montres de James Bond avec le spécialiste mondial international incontesté Frédéric Liévin. Une fois de plus, vous aurez tous les liens dans la description. Donc celle-là, si tu veux, en plus, elle fête les 60 ans de James Bond. Donc ça, c'est sympa. Elle est sortie en 2022. Et on reconnaît qu'elle fête les 60 ans parce qu'elle a quelque chose sur la lunette que n'ont pas les autres. C'est que ici, sur la lunette tournante unidirectionnelle, c'est-à-dire c'est une lunette qui tourne que dans un sens, tu as un 60 qui est là, en lieu et place d'un habituel triangle inversé qui est ici pour les plongeurs. Voilà. D'accord. Donc oui, c'est un clin d'œil au fait que ça soit pour les 60 ans. Exactement. GoldenEye, c'est la première apparition d'Omega en tant que personnage de James Bond. Et la montre qui est dans GoldenEye, c'est exactement la même que celle-ci, sauf qu'elle a un calibre à quartz, celui dont on parlait tout à l'heure. Alors que celle-ci, elle a un calibre mécanique et automatique. Automatique, et en plus de ça, avec à l'arrière, tu vois, le canon rayé que l'on voit dans le générique du film de tous les James Bond. Voilà. Mais d'ailleurs, j'ai une question un peu bête. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment un mythe ou c'est la réalité? Espion, on va dire guerre froide et montre pour enregistrement, montre pour tirer des balles. Est-ce que c'est vraiment vrai? Non, c'est pas un mythe. Okay. C'est pas un mythe. Il y a vraiment eu des modèles. Il y a eu des modèles de montres espions. Ok. C'est-à-dire l'appareil photo, c'est sûr. Et je pense, à mon avis, qu'il devait y avoir des trucs avec les Russes, toujours les Russes, tu vois, avec des petits picots, avec des poisons, des machins, tu vois. Mais la montre d'espion, c'est sûr, ça existe. Donc celle-ci, si tu veux, à l'arrière, elle est vachement décorée. Parce qu'il y a ce fameux canon rayé qu'on voit dans les génériques. Et en plus, la grande seconde, c'est-à-dire la trotteuse centrale, l'axe de la trotteuse centrale qui tourne toutes les secondes, est relié au canon rayé derrière qui tourne aussi avec elle en même temps. Donc ça fait une petite animation visuelle. Ah, c'est fou. C'est très sensible, il faut le voir. Moi, j'ai regardé à la loupe. J'ai pensé qu'elle était arrêtée, donc c'est vraiment... C'est un gadget. Mais attends, c'est un gadget, mais pour James Bond, c'est normal. C'est normal, non, c'est cohérent et ça a du charme. Donc le bracelet, c'est ce qu'on appelle une maille milanaise, tu vois, par exemple. C'est-à-dire c'est un bracelet très confortable au porté et qui est très, très souple. Ça s'appelle une maille milanaise. C'est une montre de plongée pure et dure. Alors celle-là, tu peux faire de la plongée. On descend en dessous 300 mètres. Donc là, c'est bon pour la plongée. 300 mètres, c'est bon pour la plongée. Il y a une valve à hélium. La valve à hélium, c'est une valve qui te sert quand tu fais des plongées en saturation avant que tu y ailles. Et moi aussi. Ouais, il faut avoir un petit niveau, on est d'accord. Un petit niveau. Ça enlève les particules d'hélium qui risqueraient, à la remontée, de faire exploser la montre parce qu'elles expansent. Enfin, c'est un truc là, on est vraiment dans du détail, une précision de fou. Là, la trotteuse, comme tu peux voir, qui bouge, elle a un petit point avec du luminova. Le luminova, c'est une matière luminescente qui brille dans la nuit. Et pourquoi? Parce que c'est un indicateur de marche. Ça veut dire que ça te permet, dans l'obscurité, quand tu es dans les profondeurs, dans les abysses. Bien sûr. Très beau film. De la plongée. Toi qui es dans le cinéma. James Cameron, un amoureux de la plongée. J'ai adoré ça. Tu sais que James Cameron avait fait un partenariat avec Rolex. Il y a une Rolex Deep Sea qui a été faite pour James Cameron quand il est descendu en bathyscaphe dans la fosse... La fosse des Mariannes, ouais. Parce que c'est pas seulement un réalisateur de fou, c'est un mec qui fait des records aussi. C'est un foutou. Ouais, je crois qu'il a un peu... Le mec, il est génial. Donc là, l'indicateur de marche. Évidemment, la lunette tournante unidirectionnelle, qui ne tourne que dans un seul sens. Pourquoi? Parce que quand tu es en train de plonger, elle est censée indiquer le temps de plongée. Donc ton temps de plongée peut te permettre
de connaître ton temps de réserve d'air que tu as dans la bouteille. Et donc, elle tourne que dans un seul sens, parce que si tu tapes sur un rocher, eh ben, si elle tourne, ça t'enlève pas de l'air. Tu vois, tu risques pas d'être surpris en bas. Voilà. D'accord. Il y a des montres de plongée qui ont des bidirectionnelles, mais c'est uniquement celle pour le commando Uber. Parce que le commando Uber, il se sert de la lunette pour tracer des caps sous l'eau. Ceux qui font de la livraison à domicile... Je suis désolé, il fallait que je casse ton rythme. Tu vois, alors, là, c'est bien. Dit, on peut faire des blagues. Non, ça, c'est bien. Ça, ok. Non, mais celle-là, elle est bien. Commando Uber, il livre à domicile. Moi, qui ai fait une émission où j'ai plongé avec le commando Uber, mes potes, les mecs qui risquent leur vie tous les jours. Remarque, tu me diras, les mecs scooter Uber, ils risquent leur vie tous les jours. Bah oui, on n'en parle pas assez. Allez, je vous fais un petit bonjour. Excusez-le. Je te signale, s'ils croisent dans la rue, ouais, ils sont gaulés, ça comme. Bon, c'est un ami. Déjà une pièce de collection, quasiment impossible à trouver. Liste d'attente dans les boutiques, alors qu'elle est sortie il y a quelques mois. J'ai envie de savoir le prix, car je suis un capitaliste assumé. Tu veux savoir son prix? Ouais, on illustre. On fait une super animation avec mais je vais te le dire tout de suite. Le titre en 3D. Le prix, 8 900 €. Donc celle-là, pourquoi elle est un peu chère? Parce qu'il y a un mouvement échappement coaxial. En plus, il y a un spiral à silicium, donc elle est très résistante aux champs magnétiques. Donc c'est bien pour James Bond, tu vois, le mec, il arrive dans la centrale nucléaire, mission nucléaire, voilà. Donc elle est certifiée Master Chronometer, donc ça veut dire qu'elle a une double certification, METAS et COSC. COSC, c'est Contrôle officiel suisse des chronomètres. Et puis le cadran motif vague, etc. Voilà. Elle est livrée dans un coffret en bois bleu, très joli, et dotée d'un petit bouton secret pour l'ouvrir. Et là, on monte de James Bond. Après 8 000 €, ils peuvent faire un beau coffre. C'est ce que je pense. Ouais, mais tu sais, il y a des montres, ça va jusqu'à 1 million €, hein, le coffre est toujours le même. Omega Seamaster, évidemment, on va enchaîner avec la Omega Speedmaster. Et la Speedmaster, ça va te parler? Bah oui. Là, c'est vraiment, pour le coup, vraiment, en toute honnêteté, c'est vraiment celle que je connaissais parce que... La Moonwatch. Elle a marqué l'histoire. Voilà. La Moonwatch. Avant de parler d'Apollo 13, un peu d'histoire. Ouais. Alors déjà, aujourd'hui, les marques, c'est dans l'ADN des maisons, elles cherchent à faire des placements produits dans les films, elles cherchent à trouver du storytelling, elles rééditent des montres, etc. Et puis, il y a des marques qui ont des gros coups de bol. Et là, Omega, c'est un vrai gros coup de bol d'être sélectionné par la NASA pour être certifié en 1965, première montre approuvée pour les voyages spatiaux habités. Ouais, donc c'est fou, parce que c'est vraiment une période... Ils avaient envoyé un courrier à toutes les manufactures suisses, ou presque. Seulement 4 ont répondu à l'appel d'offres, et c'est Omega qui a gagné. Ouais, c'est celle qui a été choisie par l'armée américaine pour toutes les... Enfin, par la NASA. La NASA, pardon, pour toutes les missions spatiales. Voilà. C'est fou. Et ça a coûté à Omega que dalle. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils payent des millions d'euros pour être la montre d'une star, pour être la montre d'un sportif, pour être la montre d'un acteur, pour être dans un cinéma. Et là, rien du tout. Et ça continue, et c'est la légende, la seule montre qui a posé le poignet sur la Lune. Donc, première montre à avoir été sur la Lune. Oui. C'est dingue. Peut-être pas dans l'espace, mais sur la Lune. Non, la première montre à avoir été dans l'espace. C'est Yuri Gagarin. Je crois. on dérive. C'est une Bulova. Mais, à vérifier, je crois, je suis pas sûr. Donc celle-ci, non seulement elle a posé le pied sur la Lune, elle a posé le poignet sur la Lune. C'est ça. Mais, en plus, elle a sauvé la vie d'un équipage. Donc ça, c'est vraiment l'histoire d'Apollo 13. Ça veut dire que les mecs, ils ont un moteur qui explose. Je la fais, mais j'ai peut-être pas... si on n'a pas les termes techniques, ça va. C'est ça, je sais pas si vous avez vu le film avec Tom Hanks qui réexplique. En gros, il y a... Regardez ce film. C'est la réserve d'oxygène qui pète, du coup, dans l'espace, ce qui est pas très pratique pour respirer. Et du coup, tu dis que c'est la montre qui va les sauver. Ils sont obligés. Non, ouais, parce qu'ils sont obligés, en liaison avec Houston. Hello, Houston, yes, we have a problem. Oh, you have a problem? This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Le truc, il explose. Ils savent pas ce qui se passe. Et là, ils disent à Houston, qu'est-ce qu'on doit faire? Et ils imaginent différents scénarios pour pouvoir rentrer sur Terre, parce que, évidemment, ils peuvent plus aller faire la mission sur la Lune avec l'incident qui s'est passé. Ils sont obligés de calculer des trajectoires un peu spéciales. Ils sont obligés d'économiser de l'énergie, donc ils coupent tout ce qui est électronique à bord. Et la seule chose qui peut leur donner le temps et les secondes sans électronique, c'est la montre mécanique qu'ils ont au poignet. Donc c'est ça qui est amusant. Et ils calculent une série de temps d'allumage des fusées pour repositionner.
si tu veux, la fusée dans le bon angle, au bon moment, pour pouvoir rentrer dans l'atmosphère. Donc c'est vraiment la montre, elle a sauvé la vie de plusieurs astronautes. Bah ouais, je pense que s'ils n'avaient pas une montre, ils ne seraient jamais revenus. C'est dingue. Celle-ci, c'est une avec le verre saphir, et on le sait parce qu'elle a le dos saphir. Quand le dos est transparent, c'est une verre saphir. Elle n'est pas automatique, il faut la remonter. C'est un calibre manuel. Tu vois, il n'y a pas la petite masse oscillante qui remonte quand on bouge le poignet. Et sur celle qui est avec le verre Esalite, l'arrière n'est pas ouvert, il est plein, et il y a le dessin de l'hippocampe d'Oméga derrière. Montre sublime. De légende. Ouais, là, vraiment, on peut pas faire une plus belle histoire. Vous avez une collection montres, il vous faut ça dedans. Voilà. Vous en faut une. C'est une des montres de légende. Bon, remarque là, elles sont un peu toutes de légende, je dois avouer. Bon. On a un peu choisi. La sélection est pas mal. On va rester un peu dans l'espace, dans le côté futur. Oh, qu'est-ce que je t'avais dit 88 miles à l'heure. Ah bah alors là, par contre, j'ai des choses à dire. Ah bah tant mieux. Et la montre la moins chère du plateau. Bah justement, c'est pour ça. C'est pour ça que ça me parle. Tu vois, Laura, plutôt que de lui acheter une daube, tu lui achètes ça, au moins, comme ça, il a une montre de cinéma. Hein, elle est au même prix. Vous êtes bon? Et c'est parti. 30 secondes. Désolé. Donc bah t'inquiète attends, pas. on peut regarder sur nos montres, du coup, c'est vraiment 30 secondes. Non, ça c'est pas une montre, c'est une daube. Ça c'est une montre. Ça c'est un bonus pour vous, mais okay. Oui. Non, ça c'est bonus. Ma belle-sœur va être en larmes. C'est ta belle-sœur? Ouais, la femme de mon frère qui m'a offert cette montre pour Noël. Comment elle s'appelle? Laura. Eh Laura, tu l'aimes pas? On gardera le rush au montage. Oui, non, parce que ça vaut 50 euros. Je te laisse la présenter, mais je vais te dire pourquoi. 49,90 €. Et c'est sûrement la meilleure de toute la sélection. En tout cas, de toute la sélection des montres mécaniques, c'est la plus précise. Elle est toujours en collection, on peut toujours l'avoir, on peut toujours l'acheter. Dans le film, je crois que l'écran de la calculatrice est blanc. Voilà, c'est la seule petite différence. Mais c'est normal qu'il y ait une calculatrice, c'est une Casio. Et Casio, c'est un fabricant de calculatrices, avant même d'être un fabricant de montres. T'as passé ton bac? Justement, moi, cette montre, je vais pas te mentir. T'as triché au bac avec? Peut-être pas au bac, mais c'est sûr que je m'en suis déjà servi de manière illégale pour répondre à un contrôle, parce que du coup, c'est une montre, mais c'est aussi une calculatrice. C'est son surnom d'ailleurs, et du coup, c'était totalement fou. Avant l'iPhone, on pouvait faire des calculs grâce à notre montre. C'est dingue. Bon, en tout cas, montre très sympa. Elle est marrante. Alors, le nom est un peu bizarre. Alors là, il faut l'affiche. Hein. Le nom, c'est la Casio CA53WF 1BEF. Mais Casio, c'est vraiment une marque et un modèle qui fait très années 80. Et du coup, ça revient beaucoup ces derniers temps avec pas mal de séries et c'est toujours à la mode. Je vois beaucoup de gens qui portent des Casio. Ouais. Il y a une boutique G-Shock à Paris qui est complètement G-Shock et où il y a des petites Casio vintage comme ça que vous pouvez aller voir. C'est très sympa. C'est dans le Marais. Et donc, elle est marrante. Et surtout, c'est une vraie Casio parce qu'elle a des fonctions, beaucoup de fonctions. Calculatrice, GMT, chronomètre au 1 centième de seconde, alarme, calendrier. Et en plus, avec une pile, eh ben, vous avez l'heure pendant 5 ans. Voilà. Donc, pas besoin de la remonter, sympa. Et puis, elle te plaît, hein? Ouais, elle me plaît. Parce que il y a du souvenir. Ouais, mais c'est ça, il y a une valeur sentimentale. Il y en a, c'est des montres à des milliers d'euros. Moi, c'est une Casio à 40 € et ça me va. Alors maintenant, en hommage à la tenue vestimentaire de Baptiste, je vais parler de King of Cool. Le seul, l'unique. Le seul et unique. Steve McQueen. Steve McQueen. Steve McQueen qui tourne le film Le Mans en 1971. Film mythique. Ouais, film de course. Ouais, je crois que c'est lui qui le finance en plus. Je crois qu'il est producteur. Ouais, il est producteur parce que par exemple, c'était un passionné d'automobile. Et de moto, les deux. Ouais, de sensation. Tu sais que dans le film La Grande Évasion, c'est lui qui saute avec la moto par-dessus oui, quand il s'échappe. Le grillage. Ouais. Bah après, je sais que c'est un acteur qui est connu pour faire lui-même ses propres cascades, donc ça m'étonnerait pas qu'il ait vraiment fait celle-là. Et là, alors là, on a vraiment une montre de légende. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est une montre qu'il faut avoir dans sa collection. Parlons de la Omega Speedmaster, mais toutes celles qui sont ici, vous pouvez les avoir en collection, parce que voilà, ça, c'est la montre de Steve McQueen, la montre de Steve McQueen dans le film Le Mans. T'as vu, je l'ai mis comme ça. Puis tu sais pourquoi je l'ai mis comme ça? Bah non. Parce que la couronne est là. Mais non, la couronne est à gauche, donc il faut l'inverser. Pourquoi l'inverser? Ah, ça c'est amusant. La couronne est à gauche,
Et là, tu as les 2 boutons poussoirs pour le chronographe. Et c'est le calibre 11, qui met la couronne à gauche. Et à cette époque, il a été détourné, on va dire, parce que c'est le premier chronographe carré avec un micro-rotor qui remonte la montre au mouvement du poignet. Et donc, ils ont positionné la couronne de ce côté-là pour dire aux gens, c'est plus la peine de la remonter. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment... C'était vraiment l'indice visuel. D'accord. Alors, ceux qui ont inventé ça, je sais pas ce qu'ils avaient fumé, mais peut-être un peu la moquette aussi, parce que les mecs, ils ont dit, ah ouais, pour dire qu'il faut pas la remonter, on va mettre la couronne de ce côté-là. C'est vrai que ça paraît un peu bizarre. Ouais, mais comment ils font pour la mettre à l'heure? En même temps, c'était les années 60, c'est ça? Ouais, mais pour la mettre à l'heure, la couronne, quand elle est là, c'est emmerdant. Parce que si tu veux la mettre à l'heure, la montre, il faut qu'elle soit là. Mais en tout cas, c'est sympa, sauf si tu la portes comme une montre de gaucher. Dans ces cas-là, montre de gaucher, pas de problème. Et donc, c'est aussi un modèle qui est utilisé pour les pilotes? Je dis ça parce que j'ai remarqué à nouveau t'as remarqué les trous. Ouais, c'est ça. Voilà, mais oui, évidemment. L'indice visuel, la sudation, tout ça. Écoute, c'est une montre qui était destinée aux pilotes automobiles. Okay. D'ailleurs, si Steve McQueen la porte dans le film Le Mans, c'est parce qu'il veut ressembler à un pilote de course de l'époque, qui était un de ses amis et qui était une légende, qui s'appelle Joe Seifert. D'ailleurs, la combinaison de pilote de course de Joe Seifert, c'est la même qu'à Steve McQueen dans Le Mans. D'accord. Ah, je savais pas du tout que c'était inspiré. Ouais, il a dit, lui, c'est mon idole de pilote, je vais être habillé comme lui. Et Joe Seifert avait à l'époque comme sponsor, comme partenaire, la marque Heuer. Si tu veux, il y avait marqué Heuer, et d'ailleurs sur la combinaison, il y a Heuer. Sauf que Joe Seifert portait à l'époque une Otavia, c'est-à-dire une autre montre Heuer, qui s'appelait Otavia parce que c'était automobile aviation. Ils avaient, tu vois, auto-aviation. Ouais, ils avaient fait la contraction. Et ils ont mis une Monaco sur le film. Voilà, et c'est devenu la montre de Steve McQueen, la montre du film Le Mans. Et là, celle-ci, qui est toujours en collection, elle est vraiment quasi à l'identique du modèle d'époque. Ça veut dire que tu as le logo historique Heuer, tu as le cadran bleu pétrole. Aujourd'hui, on met plutôt des cadrans un peu plus bleu flashy. Les index horizontaux, ça veut dire que tu as des index, tu as vu, qui sont horizontaux et non pas comme ça, comme dans les autres montres. La boîte est un peu plus carrée que celle de l'époque. Ouais, c'est vraiment celle-là de tous les modèles qu'on a vus qui est vraiment carrée. Ah oui, mais elle est carrément bien. C'est dur de rebondir sur ce jeu de mots. Et puis, la seule différence, c'est qu'il y a un verre saphir, parce que depuis 2009, ils mettent un verre saphir sur cette montre. Moi, dans ma collection, j'en ai une, tu vois. Là, tu as une super montre. Le prix, 7 900 €. Un calibre 11 derrière. Donc, le calibre 11, c'est un calibre d'époque. Donc, calibre qui n'a pas toutes les innovations technologiques que peuvent avoir un calibre 02, par exemple, de chez Heuer aussi, de chez Tag Heuer. Tu as le calibre 02 qui équipe aussi des montres Monaco, qui est plus performant, mais celui-là, bah, il est dans l'esprit de la montre d'origine. Voilà. Donc ça, c'est une super montre, super sympa et très reconnaissable, puisque, évidemment, couronne à gauche, comme j'ai dit tout à l'heure. On avait dit, je te raconterai une anecdote. Apparemment, il y a une dernière anecdote. Alors moi, j'ai hâte, je veux savoir. Alors, dernière anecdote, parce que c'est un film que tous les cinéphiles ont vu. Bon, il y en a, ils vont dire, c'est des films pam pam boum boum. Terminator. Okay. Terminator 3. Laissez-moi ici. Je suis pas celui que vous voulez, vous perdez votre temps. Incorrect. John Connor conduira les troupes de la résistance à la victoire. Et comment? Pourquoi moi? Vous êtes John Connor. Et dans Terminator 3, à un moment, Schwarzenegger, il arrive, nu sur la planète. Tu sais, quand il tombe, il est nu. Ouais, quand il arrive. Voilà, tu vois le mec, comment il est. Bien sûr. Un peu comme moi, tu vois. Une masse de muscles. Une masse de muscles. Le muscle roulant librement sous la peau d'uriné. Le mec, il arrive, là, il tombe, comme ça. Il va péter la gueule à je sais plus quel mec dans un bar pour lui piquer ses fringues. Il rentre dans une bagnole, il cherche les clés, et à un moment, il attrape le pare-soleil. Ch'toum. Et là, il y a les clés de la bagnole qui tombent. Non. Il y a une montre qui tombe. Et là, c'est la T3, c'est la Royal Oak Audemars Piguet. Elle tombe, il prend la montre. Alors, c'était une grosse montre, hein, comme ça, il prend la montre. Et avec son œil électronique, il regarde l'heure, et là, il voit qu'elle est à l'heure, et là, il y a marqué accurate. Ça veut dire que précise. Et il prend la montre et il la jette. Il la jette sur le siège. Mais là où c'est rigolo, c'est que cette scène, elle a été retournée. Pourquoi? Parce que la montre, elle tombe, il fait accurate, et il jette la montre par la fenêtre. Et là, Audemars Piguet fait, ah ben, on peut pas acheter une montre Audemars Piguet par la fenêtre. Et là, il y a eu, et là, il y a eu tout un échange de diplomatie pour qu'il retourne la scène, et au lieu de l'acheter par la fenêtre, ce qu'il avait fait la première fois, il la jette sur le siège. Si vous voyez Terminator 3, eh ben voilà, vous saurez cette anecdote qui va conclure cette émission.
formidable. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que toi, t'as aimé c'est super. Mes questions, pas du tout. Si. Mais en tout cas, présenter des modèles qui étaient totalement cultes et illustrés au cinéma. Et surtout, il y en a plein. La Murphy de Hamilton, la montre de Daylight de Sylvester Stallone, la montre de Rambo. Il y a plein de films. Il y a plein de films. La montre Expandable. J'adore les Expandables. Mais est-ce que tu dis tout ça? Bien les films Est-ce que tu dis tout ça pour qu'on te réinvite pour une autre émission où tu parles une partie 2, une partie 3? Ouais, mais vous mettez un qui connaît le cinéma. Ouais, un vrai journaliste, quelqu'un qui a vraiment des questions intéressantes. Je ne le reviendrai que si c'est avec toi. Oh. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille de vous abonner à la chaîne de Franck, donc Franck Sensé. On va mettre tous les réseaux sociaux dans la description, tous les modèles, toutes les vidéos, aussi ton site mywatch.fr. C'était un vrai kiff et je te promets que je ferai aucune émission qui parle de montres sans toi. Ah, voilà. Je le dis, c'était un vrai kiff de parler avec Franck aujourd'hui. Je n'attendais que ça pour pouvoir dire à tout à l'heure.